Vous êtes sur RTL. .fr. 15h, 16h, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct, je vous le disais, sur RTL. Merci d'être avec nous, mais également sur RTL.fr. Nous avons des caméras dans ce studio. Vous pouvez avoir le sentiment d'être avec nous, c'est génial. Soyez les bienvenus dans cette émission qui vous ressemble. Installez-vous confortablement, lâchez prise jusqu'à 16h. On vous écoute ici et on vous veut du bien. Alors qu'hier, nous parlions de notre société du Far West, de ses tumultes et de nos excès d'agressivité. Retour au calme aujourd'hui et aux confidences avec le sujet du jour. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Un petit défaut physique, une origine sociale différente des personnes que l'on côtoie, un acte que l'on préférerait oublier et ceux que l'on peine à expliquer. Grandes ou petites, futiles ou profondes, chacun renferme en lui ses hontes. Et si, comme le disait Sartre, la honte passe quand la vie est longue, essayons quand même de prendre un petit peu d'avance tous ensemble et de parvenir à les dépasser. Alors pourquoi la honte nous frappe-t-elle sans relâche ? Comment s'installe-t-elle en nous ? On en parle avec nos invités. Une fois n'est pas coutume, je vais accueillir un homme en premier. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Serge, vous êtes psychiatre, vous êtes psychanalyste. Je vous ai reçu toutes ces dernières années déjà pour vos ouvrages. Et celui-ci s'intitule « Mort de honte ». On le retrouve aux éditions Albin Michel. Est-ce qu'on peut mourir de ce sentiment qui nous empoisonne ? Heureusement, c'est exceptionnel, mais on peut désirer disparaître, c'est-à-dire mourir socialement. Et c'est vrai que les suicides liés à la honte sont rarissimes, heureusement, mais le fait de se retrancher, de vivre caché, de ne pas oser prendre la parole, qu'on nous y invite ou qu'on nous y invite pas, tout ça, c'est une forme de suicide social, et ça peut être lié à des hontes, en effet. Alors vous, c'est intéressant parce que on en apprend sur vous, Serge, Oui. tout au long de ce livre, parce qu'en fait, c'est une sorte d'enquête sur vous-même que vous avez décidé de mener un jour après avoir appris que vous alliez recevoir la Légion d'honneur. Donc, quel honneur! Et pourtant, vous n'avez pas su profiter de cette annonce, ni profiter de ce moment. Oui, j'ai eu une réaction de retrait caractéristique. Pourquoi on me fait ça à moi ? On va me compliquer la vie, il va falloir prévoir une cérémonie, trouver quelqu'un pour me la remettre. Mais vraiment, j'étais dérangé au sens où ça me faisait sortir de ma zone de confort, mais négativement. Enfin, je trouvais ça pénible. Et alors après, je me suis quand même dit, mais quelle drôle de façon de réagir. Et ça, c'est d'ailleurs la première leçon que je veux donner dans mon livre, c'est que lorsqu'on a comme ça une réaction complètement paradoxale, où les gens vous disent, mais pourquoi tu réagis comme ça ? Mais tant d'autres gens réagiraient différemment de toi. Quand notre entourage nous dit ça, ce qu'il n'a pas manqué de me dire, d'ailleurs mon entourage, eh bien, l'important c'est de s'interroger, de se dire, ah ben oui, ça c'est vraiment une réaction qui me concerne moi intimement. Comment elle s'explique ? Et là, en effet, j'ai réfléchi aux différentes raisons que j'avais eues dans mon existence, d'être gêné, par recevoir un prix à l'école, recevoir un compliment, et puis de secret de famille en honte familiale, j'ai remonté une chaîne jusqu'à un secret dont je n'avais pas pressenti encore l'importance. Et l'existence. À vos côtés aujourd'hui, Cécile Guéret qui vous écoute religieusement. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes thérapeute gestalt, créatrice d'un blog La Psy Buissonnière. Parce que vous n'allez pas que dans les grandes lignes droites, vous aimez bien aussi les sentiers battus. Racontez-nous, Cécile Guéret, l'effet que vous a fait le livre de Serge Tisseron. Je lui disais à Serge, en fait, hors antenne, il résonne en chacun de nous. Son histoire résonne en chacun de nous. Oui, j'étais effectivement très touchée à la lecture de ce livre que j'ai trouvé très délicat, en fait. Le premier mot qui me vient, c'est la délicatesse. La délicatesse dans la manière dont vous racontez, effectivement, comme vous tirez ce fil, votre propre histoire, mais la délicatesse aussi dans la manière dont vous parlez de la honte et dont elle peut être ressentie de manière très singulière par chacun, et qu'on ne peut jamais présager de ce qu'il y a derrière la honte. On ne peut jamais, il n'y a pas de recette, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement qui mène à une honte, même si on sait qu'il y a des événements bien sûr plus forts à ce niveau-là, mais on ne sait jamais, quand quelqu'un a honte, on peut jamais présager de ce qu'il y a derrière. Et ça, j'ai trouvé ça très délicat, ça m'a beaucoup touchée. Alors la honte, elle a plein de visages complètement différents. On va y revenir avec vous, évidemment, et puis avec nos auditeurs, parce que c'est vrai que quand on vous invite à parler de vos hontes,
honte. On retrouve tout. Alors on a Ernest qui dit moi c'est mon nez il est trop long, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Bah oui, vous vous rendez compte quand même avec un grand nez. Edmond Rostand vous a rendu hommage, Ernest. Mais ma mère, elle, le trouve beau, nous écrit-il. Et puis Mireille, elle ne connaît pas, elle a honte de rien, le ridicule ne tue pas, je vis pour moi, je me fous des autres. On reviendra sur le regard justement social. Et puis on a Anna qui nous parle aussi, on va peut-être lui parler en direct, Anna, de la honte de ses origines asiatiques. Et puis il y a parfois la honte aussi d'avoir commis un acte qu'on n'aurait pas voulu, dit une chose qu'on n'aurait pas voulu dire, commettre une maladresse. Voilà, tout ça, ça fait partie de ces choses qui nous empêchent un peu de dormir le soir. C'est fou parce que nos hontes, elles reviennent toujours quand on va s'endormir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et en fait, au moment où on va se coucher, il y a une sorte de frontière comme ça. Et hop, nos hontes viennent nous hanter. Et puis parfois, on a du mal à trouver le sommeil. On en parle avec vous. Tout va bien, hein, on est jusqu'à 16h en direct sur l'antenne d'RTL. Et dans un instant, vous allez entendre le témoignage d'Anaïs. Et je suis persuadée que vous allez vous retrouver dans ce qu'elle a à nous dire. À tout de suite. Journée exceptionnelle. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. On parle de nos hontes aujourd'hui et c'est un livre qui nous a inspiré justement ce sujet. Mort de honte de Serge Tisseron. Serge Tisseron, vous le connaissez, hein, il est psychiatre, psychanalyste. On vous a reçu pour plein d'ouvrages différents et notamment Les Secrets de famille. Bon, on n'est pas loin non plus, hein, Les Secrets de famille dans votre livre. C'est aux éditions Albin Michel et c'est un voyage passionnant au cœur de vos hontes à vous, mais du coup qui rejoignent tellement les nôtres. À vos côtés, Cécile Guéret. Merci d'être avec nous, Cécile. Cécile, elle est thérapeute Gestalt et vous l'entendez régulièrement dans cette émission. C'est important parce que vous me disiez il y a un instant, en fait, il faut parler de nos petites hontes. Ce que l'on considère comme des petites hontes, comme si la honte avait été honteuse, je dirais. Oui, il y a eu beaucoup de choses écrites sur les grosses hontes liées à des actes extrêmes dans des situations de guerre, torture, déportation, tout ça existe. Mais le quotidien de nos hontes, finalement, c'est quelque chose qu'on a de la peine à aborder parce qu'on a honte de dire qu'on a honte de petites choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a honte d'une petite chose, souvent, c'est la réactivation d'une honte qui concernait d'autres choses. Peut-être des choses qu'on a vécues tout petit d'ailleurs, mais peut-être aussi des hontes familiales que nos parents nous ont transmis à leur insu. Et la honte, comme je l'écris, c'est un petit peu comme des assiettes qui s'empilent, une petite, puis une autre par-dessus. Bien sûr, chacune pèse pas lourd, mais si on laisse les hontes s'accumuler, ça pèse très lourd. Ouais. Et puis on peut être prédisposé aussi à la honte par une éducation, par des choses qu'on nous a dites ou pas dites, justement. Si vous le voulez bien, on va accueillir Cécile, Anaïs sur cette antenne et on va pouvoir échanger avec elle. Bonjour Anaïs. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL Anaïs, merci d'être avec nous. Alors c'est marrant parce que la honte que vous ressentez, j'ai du mal à dire la honte, la petite honte que vous ressentez parfois, qui vient vous mordre, parce que c'est une morsure la honte, c'est pas... moi je l'ai vécu et je pense que beaucoup de gens la vivent. Racontez-nous un petit peu, d'où venez-vous ? Je viens de Bourgogne, de Dijon précisément, et ça fait 2 ans que je suis à Paris pour mes études. Et comment ça se passe alors ? Ça va à peu près, mais par contre j'ai un cercle d'amis qui est complètement différent de mes amis en Bourgogne. Je fréquente que des gens qui ont beaucoup d'activités culturelles, ils vont au théâtre, ils vont voir des expos, ils sont toujours au cinéma et moi, j'ai pas forcément envie de ça, ou en tout cas, j'arrive pas à y aller aussi régulièrement qu'eux. Ils parlent tout le temps d'artistes que je connais pas ou d'un film que j'ai jamais vu, et je me sens un peu en décalage, un peu à côté de la plaque, et ça me fait honte. Alors, qu'est-ce qui vous fait honte concrètement, si on devait mettre des mots sur cette honte? Alors, ce sentiment-là d'être en décalage, je le comprends parfaitement. Mais qu'est-ce qui vous fait honte? Je me dis qu'on a le même âge, on devrait avoir des vies similaires, et je comprends pas pourquoi eux ont envie et arrivent à faire des choses, et que moi en fait rester chez moi ça me va bien, et j'ai pas envie de faire autant qu'eux. Ouais. Mais vous avez honte de quoi? D'un manque de culture? Oui, ouais. Complètement. Honte d'un manque d'énergie, selon vous? Aussi, et puis j'ai toujours peur de faire une blague qui tombe à côté parce que j'ai pas la référence culturelle que eux auraient, et du coup la plupart du temps je reste à côté, je me tais, je souris, et j'essaye de prendre le plus d'informations possible pour ensuite ressortir des choses mais qui m'appartiennent pas, qui sont pas dans mes références. Du coup j'ai l'impression d'adopter un comportement qui est pas le mien.
Quand vous rentrez en province, quand vous rentrez en Bourgogne et que vous retrouvez vos potes de Bourgogne, vous sentez une différence ou vous avez tout à coup l'impression de rentrer dans un bain à la bonne température? C'est un peu compliqué parce que d'un côté, c'est comme vous dites, un bain à la bonne température, et de l'autre, j'ai aussi envie de leur rapporter les choses que moi j'ai appris avec ces cercles d'amis-là aussi, et je sens que là, il y a du coup un deuxième décalage. Du coup, j'ai l'impression de jamais vraiment être à ma place. Et vous êtes un peu apatride. On peut dire ça. Vous êtes un peu entre deux mondes, là, deux terres, et puis vous savez plus vraiment à laquelle vous appartenez, et puis le sentiment en fait que les codes ne sont pas les mêmes, comme si vous faisiez un voyage mais que vous étiez arrivé en milieu de chemin, quoi, en fait, comme si vous n'étiez pas arrivé à destination entre la province et Paris. On vous peut voyez ce que je veux dire dire ? Ouais. Mais on l'a tous vécu, Anaïs. Moi, quand je suis arrivée à Paris, mais je me sentais tellement, et alors je le dis à tous ceux qui nous écoutent en province, je suis une provinciale, donc j'aime la province, j'aime la campagne, mais j'avais la complexité, le complexe de la province, alors que je revendiquais mes origines provinciales, mais j'avais effectivement ce sentiment qu'on n'avait pas du tout été élevé de la même façon et que moi j'avais un train de retard. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qui a un train de retard dans l'histoire, hein, et qui a un train d'avance. Mais on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, Anaïs ? Oui. Serge Tisseron et Cécile Guéret sont avec nous. On se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Alors aujourd'hui, on se dit tout. On parle de nos hontes. Alors il y a les grandes hontes et puis il y a les petites hontes. Mais pourtant la morsure est parfois la même. Hein, quand la honte nous étreint, c'est difficile. Hein, on peut pas dire bah tiens ça me fait moins mal que là. Hein. En réalité, la honte est un sentiment universel qui s'exprime bien souvent de la même façon et c'est très désagréable, n'est-ce pas, Anaïs ? Oui. Oh. Alors, vous venez de nous raconter votre histoire, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai l'impression tellement de m'entendre il y a une vingtaine d'années, 25 ans même, 20 ans, quand je suis arrivée à Paris. C'est la honte d'être provinciale et surtout d'avoir le sentiment d'être en décalage avec cette vie parisienne dont on pourrait dire qu'elle est trépidante, culturelle, ouverte, intelligente. Et alors, vous avez tellement de choses à apporter, Anaïs, avec vos origines, vous qui venez de province. Vous n'avez pas le sentiment que vous pouvez donner, vous aussi, en retour, de tout ce que vous pouvez recevoir de la part des autres ? Pas pour le moment. Peut-être que ça viendra, mais je crois que pour le moment, c'est encore un peu tôt. Je sens plutôt que j'ai beaucoup de choses à apprendre et puis à essayer de trouver un équilibre qui soit vraiment moi, mais des choses à leur apporter, non, pas encore. Alors, je vais me tourner vers nos invités. Serge Tisseron, qu'est-ce que ça vous inspire ? Anaïs, on est nombreux à vivre ça. Oui. Alors déjà, j'ai l'impression qu'Anaïs peut surestimer un peu la compétence de ses interlocuteurs. Hein. Il y a quand même tout un aspect tape à l'œil, culture d'emprunt. Voilà, ces interlocuteurs ne connaissent pas forcément aussi bien ce qu'ils disent connaître que ce qu'ils font semblant de le connaître. Je crois qu'il faut qu'Anaïs soit consciente que la vie des grandes villes, la vie parisienne, c'est ça aussi. Hein, c'est remettre plein les yeux. Donc un peu d'esbrouf. Halte les complexes. Voilà, un peu d'esbrouf. Mais aussi, je pense qu'il faut qu'elle change un peu de point de vue, qu'elle se dise plus, que vous disiez plus, Anaïs, je suis décalé par rapport à eux. Considérez qu'ils sont aussi décalés par rapport à vous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont dû vous intéresser quand vous étiez enfant, adolescente. Essayez de les valoriser à leurs yeux, voilà, parce que si vous vous mettez toujours à leur écoute et que vous avez l'impression que vous leur donnez l'impression que vous ne pouvez rien leur apporter, vous ne créez pas une situation de réciprocité qui est propice à la création d'une vraie relation. Au lien, quoi. Voilà, je crois qu'il faut vraiment que vous voyez, mais sur quoi je peux moi montrer que j'ai une compétence. Mais il n'y a pas de grande et de petite compétence. Hein. Connaître la vie des libellules, connaître Proust, c'est des enrichissements mutuels. Hein. Faut pas porter de jugement là-dessus. Racontez-nous la BD pour vous. Ah ben oui, alors moi, quand je suis arrivé en Hippocagne, alors j'avais que des camarades de bonne famille en général, hein, et en plus qui connaissaient très très bien et beaucoup mieux que moi
moi la grande littérature, comme on dit, les grands auteurs. Et alors moi, je n'avais lu pratiquement que des BD, alors bande dessinée. Alors j'ai parlé de bande dessinée, et puis j'ai dû en parler avec tellement de passion que ça les a intéressés. Et donc du coup, on a créé une sorte de réciprocité. Eux me parlaient de James, de Proust, de Stendhal, et moi je leur parlais de Gottlieb, de Reiser, et du coup ça les amusait, et du coup on a pu construire une relation où on s'apportait mutuellement quelque chose. Alors évidemment eux pouvaient dire Tisserand il nous distrait, moi je pouvais me dire eux ils m'instruisent, mais en tout cas ce qui était important c'était une vraie réciprocité. Cécile Guéret. Oui, ce que je trouve important dans ce que dit aussi Anaïs, c'est que la honte, ça atteint notre sentiment d'appartenance. Et c'est là où c'est extrêmement destructeur, c'est que le sentiment de honte nous isole, elle nous coupe des autres. Et d'ailleurs, pouvoir sortir de la honte, ça passe aussi, je crois, par l'autre, justement, par la possibilité, comme le disait Serge Tisserand à l'instant, à retrouver une réciprocité, à sentir qu'on peut être accepté avec tout ce qu'on est, y compris nos failles, nos difficultés, notre ignorance sur des tas de sujets, parce qu'on est tous ignorants de tas de choses, même si on en sait d'autres, et de sentir comme on peut se nourrir les uns les autres. Ça permet effectivement de petit à petit pouvoir se sentir plus considéré et sortir de la honte. Est-ce que vous avez l'impression aussi, Anaïs, que Paris est méprisante ? Non, j'ai pas eu. Justement, c'était une de mes peurs en arrivant à Paris. Je ressens pas ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses à mettre en avant et il y a des choses où c'est de bon ton de dire qu'on les a faites ou vues. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de bon goût commun qui doit être valorisé. J'entends. Vous savez que Paris, c'est Cécile qui nous le disait, et on terminera là-dessus, est composé à 80% de personnes qui viennent de province. Je sais rien, mais c'est que des provinciaux à Paris, en fait. En réalité, vous savez, on vient tous de province. Que des provinciaux qui rêvent de revenir en province, d'ailleurs. Exactement. Non, mais en tout cas, je vous remercie. Ce qui est intéressant, Anaïs, et vous allez rester à notre écoute, j'imagine, c'est qu'on va parler de ce positionnement dans lequel on se met. C'est pas simplement que les gens nous mettent dans cette position, c'est que parfois, nous, on a une tendance à se sous-estimer et c'est comme ça qu'on génère certaines hontes. Anaïs, moi je vous embrasse et merci on vous souhaite beaucoup. Plein de bonnes choses. Et puis profitez bien de la vie et de l'oisiveté aussi de temps en temps. Vous avez bien raison. Salut Anaïs, au revoir. Au revoir, bonne émission. RTL. On est fait pour s'entendre. Cannes, 20h. .fr. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. On parle de la honte cet après-midi. On a entendu Anaïs avec... Anaïs, elle était super touchante et tellement honnête. C'est pas facile de dire j'ai honte. En plus, Cécile Guéret, c'est une sorte d'aveu. Voilà. Et elle nous a expliqué qu'elle avait honte, entre guillemets, de ses origines et de ce qu'elle considérait comme étant un manque de culture. Alors que je suis persuadée qu'elle a autant à apprendre qu'elle apprend des autres. On va parler, si vous le voulez bien maintenant, de la honte de nos origines, qui ne sont pas simplement des origines géographiques. La honte de nos proches, la honte des parents revient régulièrement dans les messages que l'on reçoit. Lorsque l'on était enfant, parfois nos parents ont eu des comportements qui nous mettaient dans une position de honte. Serge Tisserand, vous l'avez vécu, vous ? Oui, je l'ai vécu à plusieurs reprises, mais l'événement qui m'a le plus marqué, c'est que ma mère voulait me garder toujours près d'elle, donc elle ne voulait pas me mettre à l'école maternelle. Et lorsque finalement, sur la pression de voisins qui voyaient bien que ma mère était en grand problème pour exercer ses fonctions maternelles, elle accepte de me mettre à l'école maternelle une première journée et elle ne vient pas me chercher parce qu'elle s'est endormie à la maison. Elle vous a oublié. Et elle m'a oublié. Voilà, et c'est absolument abominable. Et lorsqu'elle vient, elle vient en souriant, comme si rien ne s'était passé. À l'époque, il n'y a pas de téléphone mobile, il faut rappeler ça. Donc la directrice me garde tout seul dans l'école fermée, jusqu'à ce que ma mère, avec 1h30, 2 heures de retard, vienne me chercher avec un grand sourire. Et là, oui, un sentiment terrible de honte pour elle, d'une honte qu'elle n'a pas. Elle ne semble pas se rendre compte de ce qu'elle fait, c'est ce que je me dis tout petit. Et
Et là, j'ai une réaction très vive. Je me dis, il faut que je me protège. Si ça arrive comme ça peut arriver d'autres fois. Il faut vraiment que je me protège d'une mère pareille. Je fais un pas de côté. Je me dis, essayons de ne pas être trop sensible à ce qu'elle me fait vivre. Donc, vous voyez, c'est à la fois un événement terrible, mais en même temps, un signal d'alarme pour apprendre à me protéger d'un vrai danger, qui était les attitudes étranges et souvent pas du tout maternelles de la dame qui était en principe ma mère. Voilà. Ouais, cette honte, comme le dit Serge Tisseron, Cécile Guéret, c'est un signal que l'on a souvent enfant. Il nous est arrivé peut-être, alors je dirais à tous, je ne sais pas, mais enfin moi ça m'est arrivé effectivement d'être dans cette position et de me dire mais c'est fou parce que ce qui se passe en face de moi n'est pas normal, d'avoir honte pour les autres, que la honte n'effleurait pas du tout. C'est difficile pour un enfant de se construire dans oui, c'est très difficile parce que ça parle là encore de notre appartenance, c'est-à-dire quelle manière on se sent appartenir à cette famille, de quelle manière on est différent, soit parce qu'on est désigné comme différent, soit parce qu'on se sent différent. Par exemple, avoir honte de parents qui ont des valeurs qui ne sont pas les nôtres, même petits, on peut tout à fait se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs que ses parents. Qui boivent. Voilà, ou qui ont des propos qui sont pas ceux qui sont les nôtres, mais ça peut arriver même tout petit, on peut vraiment sentir ça. Par exemple, j'ai en tête, par exemple, quelqu'un qui me racontait que ses parents maltraitaient les animaux. Et tout petit, lui, il a bien senti que ça, c'était un truc, c'était pas possible pour lui. Sauf qu'il ne pouvait pas encore mettre les mots sur ces questions-là. Donc ça, effectivement, c'est un signal d'alarme pour soi. Ce qui est très difficile, c'est que on court le risque, à ce moment-là, d'être mis au banc de la famille, en fait. C'est-à-dire qu'on court le risque de se désaffilier. Et ça, c'est extrêmement difficile pour l'enfant, mais même pour l'adulte. Il y a énormément d'adultes qui continuent à subir des choses qui peuvent les mettre dans la honte, même par procuration, parce que c'est trop difficile pour eux de s'écarter. Ils risqueraient trop d'être exclus, d'être bannis ou d'être répudiés. Et puis un enfant doit vivre avec ces hontes-là jusqu'au moment où il peut s'affranchir. C'est exactement ce que nous dit Cécile Guéret. C'est le sentiment qui a été le vôtre aussi, Serge Tisseron ? Oui, vous voyez, dans cette histoire que j'ai évoquée, puis comme dit Cécile, ce qu'il faut comprendre, c'est que la honte, le sentiment de honte, c'est pas forcément quelque chose de tragique, c'est quelque chose de douloureux, mais il faut voir aussi que dans ce sentiment de honte, il y a l'aspect qu'on a évoqué, signal d'alarme, c'est le clignotant rouge. Il y a une ligne qui a été franchie. Et la honte signale que cette ligne qui a été franchie, qui est une ligne qui correspond pas à nos valeurs, qui marginalise. Ouais. Voilà, une mère ne s'endort pas quand on amène son enfant à l'école. Un vrai humain ne persécute pas les animaux. Un conjoint ne peut pas. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Un mari ne maltraite pas sa femme. Voilà. Et donc une mère ne maltraite pas son enfant par plaisir. Voilà. Et donc du coup, la honte pour l'autre, c'est vraiment, voyez, un réflexe sauveteur. C'est pas du tout quelque chose qui nous marginaliserait. Alors effectivement, on peut avoir l'impression qu'à partir de là, on est différent de sa famille, mais différent. Mais en même temps, c'est valorisant. Je ne suis pas comme eux. Et c'est important de se rendre compte qu'il y a cet aspect positif dans le sentiment de honte. Le sentiment de honte, ça peut être le moment où on où on a le sentiment de quitter son groupe, d'être marginalisé, d'être à la limite retranché du genre humain. Mais il y a aussi le fait que ce sentiment de honte nous informe sur une ligne rouge à ne pas franchir. Moi, je ne maltraiterai pas les animaux. Moi, je ne m'occuperai pas de mes enfants comme ça. En fait, il y a des hontes saines. Oui, il y a des hontes qui font partie de notre construction en tant qu'individu. C'est-à-dire que ça fait partie des valeurs qui sont les nôtres et on sent que cette ligne rouge, pour nous, non, c'est pas possible. Donc il est des hontes dont on ne doit pas culpabiliser. Bien au contraire, il est des hontes qu'il nous faut absolument écouter. Dans un instant, nous allons accueillir Anna sur cette antenne. Céline est aussi en ligne. Dis donc, ça en fait du monde pour parler. À tout de suite sur Jusqu'à 16h sur RTL. On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Anna, vous êtes en ligne avec nous pour parler de nos hontes. Bonjour. Bonjour Anna, merci. Vous êtes écoutée par nos auditeurs, mais également par Serge Tisseron et Cécile Guéret qui sont nos invités. Vous nous avez laissé un message qui m'a parlé et qui m'a touchée. J'étais une enfant asiatique adoptée. J'avais honte de tout ce que j'étais. Je voulais être blanche comme les autres. Oui, effectivement. Donc moi, j'étais un enfant adopté en Asie. Et donc j'ai toujours été habituée à être une sorte d'objet de curiosité dès les petites classes quand les enfants apprennent à reconnaître ce qui est semblable et ce qui est différent. Ouais. Mais au collège, la différence devient un motif d'exclusion et de haine. Par exemple, on pouvait me dire mangeuse de chiens et toutes les remarques racistes qu'on peut imaginer.
ainsi que les sévices civiques les sévices physiques qu'on peut infliger en cas de harcèlement scolaire. Et franchement, être moi, c'était une honte et je le vivais comme une dégradation. Je voulais vraiment être considérée comme une vraie Française et être blanche comme tout le monde. Ah, vous vouliez être blanche, vous vouliez avoir des cheveux blonds, vous vouliez être l'opposé de ce que vous étiez. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un style espagnol avec des cheveux. Non, mais je vous assure, j'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux noirs bouclés et le teint mat. Alors, vous voyez, comme quoi, c'est un peu raté aussi de ce côté-là. Mais et alors, Serge Tisseron adorait avoir des cheveux. Donc, vous voyez, à un moment donné. Ouais. Non, mais c'est intéressant, Anna, parce que quand on grandit avec ce sentiment de honte d'être soi, c'est quand même quelque chose d'une violence inouïe. C'est une violence qu'on nous inflige, c'est ce que vous venez de nous expliquer à travers le harcèlement, mais c'est une violence que vous vous êtes infligée aussi. C'est terrible en fait, hein, Cécile Guéret. C'est du quand on se dit bonjour dans le miroir le matin et qu'on aimerait voir un autre reflet. Mais oui, mais pauvre petite Anna. C'est ça qui est terrible. L'histoire d'Anna est aussi assez caractéristique du retournement de la honte sur la victime. Oui, c'est comme les femmes qui ont été agressées et c'est parce qu'elles étaient trop habillées de manière trop aguicheuse ou le salarié en burn-out, c'est de sa faute parce qu'il était trop fragile alors que rien à voir avec la pression qu'on lui met sur le dos. Voilà, donc c'est un retournement, un mécanisme de retournement où la honte est portée sur la victime qui est le responsable parce qu'il est trop fragile ou parce qu'il n'est pas semblable aux autres. Et parce que c'est lui qui génère en plus ça, quoi. Oui, et donc du coup il se retrouve à tout porter, cette souffrance et en plus la honte de la souffrance qu'il a vécue. Serge Tisseron. Oui, ce qu'il faut bien que vous compreniez, Anna, c'est que vous savez, il y a des personnes mal intentionnées qui cherchent des victimes. Or, il y a des victimes qui se désignent elles-mêmes à la victimisation. Ce sont les personnes qui paraissent un peu gênées, un peu empruntées. Bref, que des gens qui ont honte avant même qu'on leur fasse honte. Si vous vous présentez aux autres de manière déjà gênée par votre apparence, par votre identité, eh bien, très vite, évidemment, c'est remarqué par vos interlocuteurs. Et très vite, eh bien, vous risquez de devenir la victime toute désignée, le bouc émissaire. Donc c'est vraiment important que vous appreniez à vous affirmer sans gêne, sans complexe, et je pense que ça va modifier l'attitude de vos interlocuteurs. Alors peut-être qu'ils vont reporter leurs sévices sur d'autres, hein, voilà. Si aucune victime ne s'est jamais malmenée sans protester immédiatement, je pense que les choses tourneraient autrement, hein, parce que les agresseurs seraient obligés de faire avec les réactions rapides de leurs victimes, et donc les victimes n'entreraient plus dans un cercle vicieux terrible dans lequel se laisser victimiser un peu, c'est se désigner comme pouvant être victimisé beaucoup plus. Cécile Guéret, rapidement. Oui, j'ajouterais juste que le racisme, en l'occurrence, c'est un délit, hein, c'est réprimé par la loi, donc il y a aussi des choses à remettre très concrètement, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est juste interdit. Néanmoins, ça a des effets, des dommages collatéraux, et on l'entend à travers votre témoignage, Anna. Je sais que vous parlez beaucoup avec votre thérapeute, hein, vous nous l'avez écrit, donc tout ça doit vous aider, évidemment, et vous venez de placer vraiment la honte vraiment là où elle doit être vous concernant, en tout cas, c'est-à-dire à un moment donné, c'est la honte d'être victime du racisme, ce qui effectivement, comme vous le disiez, est un délit. Très rapidement, Cécile Guéret. Oui, très rapidement. Je disais juste ça pour préciser, parce que dans la honte aussi, il y a du flou, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est la victime, qui est l'agresseur, on porte tout sur nos épaules, et pouvoir remettre un petit peu les choses à leur place, c'est-à-dire dire qui a fait quoi, dans quel cadre, ce qui est permis ou ce qui est interdit, ça met aussi des bornes et ça permet de se dégager de la honte. Anna, le temps file, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être intervenue. Prenez soin de vous. À bientôt sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. 15h, 16h. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. On accueille tout de suite Céline sur cette antenne. Merci pour votre patience, Céline. Soyez la bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, Serge Tisseron, Cécile Guéret vous écoute. Vous nous avez écrit « J'ai honte de ma réussite ». Oui. Pourquoi ? Un de mes premiers souvenirs d'enfance quand j'étais au collège, c'est d'avoir eu mon dessin d'affiché dans la salle devant tout le monde et d'avoir une fille de la classe qui m'a dit « Oui, mais bon, de toute façon, c'est normal, ta mère est prof ». Et où au final, du coup, on commence à avoir un petit peu honte de se faire remarquer, j'allais dire. Voilà. Vous nous avez écrit, je pense que c'est à cause des petites phrases du genre « Surtout, tu n'affiches pas ta réussite devant tes frères. Surtout, tu ne dis pas que tu as changé de voiture. Surtout, tu ne parles pas de tes dernières vacances. » Oui, voilà. C'est un petit peu ce genre de choses. Mais c'est une réussite dans la famille, en fait.
Oui, je pense qu'à la base, on a tous les mêmes chances de s'en sortir. Et puis après, il y a ceux qui choisissent de regarder d'être côté soleil, et puis les autres, non. Et moi, j'ai fait le choix D'avancer. de vivre un petit peu, d'avancer, d'évoluer, de me donner les moyens, mais oui, de mettre les choses en action pour que ça puisse fonctionner comme j'en ai envie. Est-ce que je peux vous demander qui vous dit ces phrases ? C'est, vous savez, les amis d'enfance, la famille, les gens les plus proches de vous, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est intéressant parce que dans ces phrases-là, il y a une façon parfois aussi de ramener l'autre à son climat ou milieu d'origine qui n'est pas moins bien, hein, mais de dire n'affiche pas que tu as réussi ou n'affiche pas que tu as une belle voiture, c'est une façon de dire reste dans notre camp en fait, hein, tu ne t'es pas élevé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parfois une réaction hyper à la fois culpabilisante et en même temps qui dénote un vrai complexe aussi parfois d'infériorité. Oui, et comme disait votre invité tout à l'heure, on se sent un peu exclu du clan, en fait. Mais oui, bien sûr. Vous en souffrez de ça, Céline ? Vous obtempérez quand on vous demande justement de retourner votre sac à main parce qu'il y a une marque qui est apparente et que il ne faudrait pas qu'on voit. Je suis une grande fan de chaussures. J'ai quelques paires de chaussures à talons que je ne porte jamais parce que je ne veux surtout pas me faire remarquer. Oh là 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 là. Ouais, donc c'est quand même, c'est le regard. D'un côté, je pense avoir dépassé certaines choses, surtout quand on mais non, t'interprètes, on n'a jamais dit ça, enfin voilà. Ouais. Et puis d'un autre côté, ça vous touche suffisamment pour au quotidien vous empêcher des petites choses, voilà. Et puis des petits plaisirs. S'acheter une petite robe que de toute façon on ne portera jamais parce qu'on a peur de se faire remarquer. Ouais. Oh là là, ça colle à la peau quand même, hein, ces petites phrases qu'on nous dit, Cécile Guéret, et puis qui viennent comme ça, comme une sorte de litanie là, qui nous empêche de profiter de nos plaisirs. Oui, ça colle à la peau. Ça, effectivement, c'est des petites phrases qui tournent, dans lesquelles on a grandi, en fait, on a baigné, et c'est intéressant de se poser la question de savoir cette petite phrase aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'elle parle de moi encore aujourd'hui ? Ou est-ce que ça parle des autres ? De ma famille ? Qu'est-ce que j'en garde ? Est-ce que je rajoute un mot, par exemple ? Est-ce que je l'enlève ? Je rejette tout ? Ça peut être intéressant de regarder aussi comment aujourd'hui on se les réapproprie ou pas. Serge Tisseron. Oui, et puis ces petites phrases, essayez de comprendre aussi l'intonation qui les accompagne, parce que quand des gens autour de vous vous disent n'affiche pas ceci, n'affiche pas cela, est-ce que ça veut dire tu pourrais faire de la peine à tes frères et sœurs, ou bien est-ce que ça veut dire tu pourrais fâcher des gens contre toi? Et donc je crois qu'il faut aussi, parce que ces intonations, même si on ne les réalise pas, même si on n'en perçoit pas clairement l'intention, elles nous marquent. Donc c'est bien aussi que vous compreniez comment ce qui vous est dit vous marque, peut-être même au-delà du contenu explicite, mais dans les intonations qui leur sont associées. Puis je vais vous donner un petit truc. Moi, quand j'achète des vêtements, ça m'arrive de temps en temps, j'ai souvent gêné comme vous pour les porter et tout, parce que souvent ils sont un peu excentriques ou un peu chers. Et alors ils font un long séjour dans mon armoire, et au bout d'un an, un an et demi, en général, je suis tout à fait réconcilié avec eux. Oui, donc ça finit par venir. Voilà. Ouais, avec le temps, en fait. C'est ce que disait Sartre en début d'émission, quoi. Avec le temps, ça passe. On va embrasser Céline. On a un vrai problème de communication avec Céline, mais on a bien entendu ce qu'elle voulait nous dire, et je suis persuadée beaucoup d'auditeurs se sont retrouvés dans son témoignage. Céline, on vous embrasse. Merci pour votre confiance, et nous, on se retrouve tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Fiat. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. En voilà une émission qui était intéressante sur les hontes. On n'aura pas pu parler de tout, évidemment, hein, Serge Tisseron. On va laisser nos auditeurs découvrir votre ouvrage Mort de honte, et avec aussi cette histoire de BD qui vous a sauvé. Le dessin, l'expression, finalement. Oui. Ce qui est formidable dans la bande dessinée, c'est les mimiques, c'est les personnages, c'est les attitudes. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte parfois de choses qui m'étaient dites dans ma famille, mais ça m'a permis de me rendre sensible au visage des gens qui me les disaient. Je crois qu'autour de la honte, il faut apprendre à être attentif au visage, au regard, au sourire. Aux intonations, disiez-vous aussi. Aux intonations. Voilà. Tout ce que la bande dessinée, surtout la bande dessinée satirique, valorise, c'est-à-dire l'apparence, pas seulement le contenu de ce qui est dit, mais la manière dont c'est dit. Et souvent, la honte se glisse là, dans la manière dont c'est dit.
C'est une façon de décrypter et de mieux connaître parfois aussi son interlocuteur et de comprendre pourquoi, effectivement, il nous dit ça. Mort de honte, c'est l'ouvrage de Serge Tisseron aux éditions Albin Michel. Cécile Guéret, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle votre blog La Psy Buissonnière et à très bientôt. Et puis je sais que vous écrivez, donc vous viendrez bientôt avec votre J'essaye. livre. Ouais, j'essaye, mais ça va venir. Demain sur RTL, dès 15h en direct, on parlera d'amour, certes, mais aussi de nos doutes, parce que c'est souvent une fois qu'on l'a trouvé qu'on se pose le plus de questions. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Mais en fait, est-ce que le partenaire idéal, ça existe? Bref, comment savoir si on est avec la bonne personne? Et le sait-on jamais, justement? Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. De ce côté-là, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Et moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain sur RTL. Vous écoutez RTL et il est 16h.